Mes parents ont donné ma voiture de luxe à mon frère en mon absence. Face à le repartager, ce n'est qu'une voiture, je l'ai signalé volée. Quelques heures plus tard, la police. La serrure biométrique de ma porte d'entrée a émis un petit carillon, une douce lumière verte traversant l'obscurité du porche. Il était 23h45 un jeudi. Je venais de passer 6 jours dans un centre de congrès sans fenêtre à la Défense, à auditer la télématique du fret commercial et à renégocier les journaux de conformité du ministère des Transports pour une entreprise de logistique régionale. La pluie glaciale de novembre trempait les épaules de mon trench coat en laine. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude, un silence absolu et mon propre lit. J'ai donc traîné ma valise en nylon balistique dans le hall, verrouillé le pen dormant derrière moi et jeté mes clés sur la console de l'entrée. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Le thermostat était réglé sur 17 degrés Celsius. Le courrier était soigneusement empilé sur le comptoir de la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau glacée sur l'îlot central en granit et j'ai appuyé sur l'interrupteur mural du garage attenant pour 2 voitures. La lourde porte en acier isolé est montée bruyamment sur ses rails, et les néons LED à détection de mouvement ont clignoté avant de s'allumer. Ma place de parking était complètement vide. Il n'y avait pas de verre brisé sur le sol en époxy gris lisse. Il n'y avait aucune marque d'effraction sur le pavé numérique extérieur. La porte d'accès latérale menant à l'allée était verrouillée de l'intérieur. La seule preuve physique que mon véhicule avait jamais été là était une faible trace sèche de pneus haute performance près du mur du fond. Je ne possédais pas une berline standard. Je possédais une Audi RSQ 8 noire obsidienne, commandée sur mesure, modèle 2024. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande de 80 000 €, doté d'un moteur V8 biturbo. Elle était entièrement payée, assurée exclusivement à mon nom et garée en toute sécurité dans ma résidence privée. Je n'ai pas laissé tomber mon verre d'eau. Je n'ai pas couru dans l'impasse pavillonnaire en panique, scannant désespérément la rue sombre. Je gère le suivi actif de plus de 400 camions de fret commercial à travers l'Europe de l'Ouest. Je traite des détours non autorisés, des actifs détournés et des périmètres violés chaque jour. Je sais à quoi ressemble une effraction, et ce n'en était pas une. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai posé mon verre et j'ai sorti mon smartphone de la poche de mon manteau. J'ai ouvert le tableau de bord crypté de mon système de sécurité domestique et accédé à la caméra intérieure du garage, rembobinant la chronologie depuis l'heure actuelle. À 14h15 mardi après-midi, la porte intérieure menant de la cuisine au garage s'est ouverte. Ma mère, Éléonore, est entrée dans le cadre. Elle ne se faufilait pas. Elle était habillée de manière décontractée dans sa tenue habituelle de club de golf de banlieue chic, portant son sac à main de créateur. Juste derrière elle suivait mon frère de 24 ans, Charles. Charles souriait. Ce n'était pas un sourire subtil et reconnaissant. C'était le large sourire arrogant d'un gamin qui n'avait jamais payé son propre loyer, et encore moins un SUV de luxe à 80 000 €. Il avait détruit 2 berlines en location au cours des 3 dernières années, pour lesquelles mon père avait discrètement payé pour éviter une flambée des primes d'assurance. Dans le flux vidéo haute définition, Éléonore a fouillé dans son sac à main et a sorti une lourde clé électronique métallique. Pas une copie, mais le double original d'usine que je gardais verrouillé dans un coffre-fort biométrique inifugé dans mon bureau à domicile. Éléonore a lancé la clé à Charles. Il l'a attrapée, a cliqué sur le bouton de déverrouillage, et les phares LED de l'Audi ont clignoté brillamment dans le garage sombre. Ils sont tous les deux montés dans le véhicule. Ils ont appuyé sur le bouton du pare-soleil pour ouvrir la porte principale du garage et ont reculé ma voiture dans la rue en plein jour. La vidéo s'est arrêtée. Mes parents avaient une clé physique d'urgence pour ma maison. Je la leur avais donnée il y a 2 ans spécifiquement pour qu'ils puissent vérifier la pompe de relevage du sous-sol si un tuyau éclatait pendant que j'étais hors du département. Ils n'avaient pas l'autorisation biométrique pour le coffre-fort de mon bureau, ce qui signifiait qu'Éléonore avait utilisé son accès d'urgence. Contourner la porte verrouillée de mon bureau et méthodiquement chercher la clé de secours manuelle que je gardais cachée dans un faux livre évidé sur l'étagère supérieure. Ils n'avaient pas simplement emprunté une voiture. Ils avaient exécuté un vol coordonné et prémédité d'un actif de 80 000 €. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. J'ai composé le numéro de portable de ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Le bruit de fond était fort. Des couverts qui s'entrechoquent. Des rires bruyants. L'ambiance acoustique indubitable d'une brasserie parisienne onéreuse. Marion, chérie. Tu es rentrée tôt,
a pratiquement chanté Éléonore dans le combiné. L'audace pure de son ton joyeux résonnait bruyamment dans ma cuisine silencieuse. Comment c'était à la Défense? As-tu sécurisé les nouveaux contrats de fret? Où est mon Audi, Éléonore, ai-je demandé. Ma voix était complètement plate. Le bruit de fond de son côté s'est légèrement étouffé comme si elle avait couvert le microphone avec sa main. Quand elle a parlé à nouveau, son ton est passé de joyeux au bourdonnement condescendant et rodé d'une mère se préparant à justifier l'injustifiable. Marion, s'il te plaît, n'utilise pas ce ton, a soupiré lourdement Éléonore. Charles vient de décrocher un immense entretien final pour un poste de directeur commercial régional. Tu sais à quel point il a fait du réseautage. Ton père et moi voulions l'aider. Il doit se rendre au séminaire d'entreprise en Normandie ce week-end et il ne peut pas se présenter dans sa vieille Peugeot cabossée. Il doit projeter une image de succès aux associés principaux. Donc vous avez cambriolé le coffre de mon bureau et pris mon véhicule sans mon consentement, ai-je clarifié, énumérant les faits exactement comme ils apparaissaient sur un registre de responsabilité. Cambriolé. Marion, arrête d'être si dramatique, a grondé Éléonore, sa voix dégoulinant de privilèges maternels. C'est un véhicule familial. Tu vis en banlieue proche. Tu l'as conduit à peine sauf le week-end. Nous savions que tu étais en déplacement et qu'elle prenait juste la poussière. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas de partager. C'est juste une voiture, ma chérie. Tu gagnes plein d'argent. Tu peux prendre un Uber pour aller au bureau pendant quelques jours. J'ai fixé le garage vide sur mon moniteur de sécurité. Il s'était réellement convaincu que partager le même sang fonctionnait comme un transfert de titre légal. Il supposait que parce que j'étais la sœur aînée et responsable qui payait tranquillement ses propres factures et bâtissait une carrière dans la logistique d'entreprise, j'absorberais simplement un risque de responsabilité de 80 000 € pour éviter de gâcher un dîner de famille. Vous avez exactement 30 minutes pour ordonner à Charles de ramener l'Audi dans mon allée, de la garer et de laisser les clés sur le comptoir de la cuisine, ai-je déclaré sèchement, en regardant ma montre. Ou quoi, Marion, a claqué Éléonore, abandonnant entièrement la routine de la mère douce. Tu vas appeler les flics sur ton propre frère le soir où nous célébrons sa grande opportunité pour un morceau de métal? As-tu une idée à quel point cela semble égoïste et pathétique? Nous sommes au Fouquet's en ce moment même pour payer son dîner. Il part pour le séminaire d'entreprise demain matin. Je ne vais pas gâcher son week-end parce que tu refuses d'être généreuse. 30 minutes, Éléonore, ai-je répété. Grandis un peu, Marion, a-t-elle raillé. On en parlera au déjeuner dominical quand tu seras calmée. L'appel a été coupé. Elle croyait honnêtement que le titre biologique de mère lui accordait une immunité absolue et incontestable contre le grand vol d'un véhicule de luxe. Elle croyait que je prendrais juste un Uber pour aller travailler demain et que je resterais assise tranquillement au déjeuner du dimanche pendant que l'enfant roi détruisait ma transmission sur une route de montagne. Je ne l'ai pas rappelé pour argumenter. Discuter avec des gens qui se croient intouchables est un gaspillage massif de bande passante opérationnelle. Je suis allé dans mon bureau. La porte de mon coffre-fort inifugé était grande ouverte et la clé de secours manuel reposait nonchalamment sur mon sous-main. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai totalement contourné le commissariat de police municipale local. Si j'appelais les policiers du quartier, ils classeraient probablement la situation comme un différend familial civil, irais au restaurant et demanderais à ma mère de régler ça. Je n'avais pas besoin de la police locale. J'avais besoin du réseau national parce que l'Audi était un modèle RS 2024 toutes options. Je ne m'étais pas contenté du GPS d'usine. J'avais câblé un transpondeur télématique cellulaire actif de qualité commerciale directement dans le port OBD2, exactement le même matériel crypté que j'utilisais pour suivre des camions de fret de 20 tonnes à travers les frontières internationales. Je me suis connecté à mon portail propriétaire sécurisé. Le tableau de bord satellite s'est chargé instantanément. Charles n'était pas au restaurant. Il conduisait actuellement vers le sud sur l'autoroute A6, à 100 km de la ville, roulant à 150 km/h dans une zone limitée à 110. Il conduisait à près de 40 km/h au-dessus de la limite de vitesse dans un véhicule biturbo de 2,5 tonnes qui ne lui appartenait pas. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé la ligne directe non urgente de la gendarmerie nationale, peloton d'autoroute. Opérateur gendarmerie 42. Une voix nette et professionnelle a répondu. Je m'appelle Marion Ashford, ai-je dit, lisant le numéro d'identification du véhicule directement sur l'écran de mon ordinateur portable.
Je suis la seule propriétaire enregistrée d'une Audi RSQ8 2024 noire obsidienne. Le véhicule a été retiré de ma résidence privée sans mon autorisation. La clé de secours a été obtenue par effraction dans un coffre-fort résidentiel verrouillé. Signalez-vous le véhicule comme volé, madame, a demandé l'opérateur, le ton passant immédiatement de l'accueil standard à la saisie rapide de données. Oui, ai-je confirmé, mes yeux rivés sur le point rouge pulsant sur la carte satellite, bien que j'ai la télématique GPS commerciale en direct sur mon écran. Le véhicule se dirige actuellement vers le sud sur la 6, passant la borne kilométrique 112, à une vitesse de 150 km/h. Le conducteur est un homme de 24 ans. Il n'a pas ma permission pour utiliser le véhicule et il n'est pas listé sur la police d'assurance. Le cliquetis rapide d'un clavier mécanique résonnait dans le récepteur alors que l'opérateur entrait les coordonnées directement dans le réseau national. Nous avons un verrouillage sur le ping du transpondeur, Mademoiselle Ashford, a confirmé l'opérateur, sa voix se resserrant avec le protocole. Nous signalons la plaque dans le fichier des objets et véhicules signalés, FOV, maintenant. Nous avons 2 unités d'interception actuellement stationnées près de la borne 118. Restez en ligne. Nous initions un arrêt pour délit grave. Gardez la ligne, Mademoiselle Ashford, a instruit l'opérateur de la gendarmerie avec fluidité. Sa voix était froide, mécanique et totalement dépourvue du maternage suburbain que ma mère venait d'essayer d'utiliser sur moi. Je pouvais entendre le lourd grésillement du trafic radio crypté de la police à travers son casque. Les unités 4 et 7 ont établi un visuel sur l'Audi RSQ8 noir en direction sud près de la sortie pour la nationale 42. Le radar confirme la vitesse à 154 km/h dans une zone de 110. Le suspect a-t-il des antécédents de comportement violent ou d'armes à feu connus? Je suis resté parfaitement immobile dans mon bureau, les yeux fixés sur l'icône de télémétrie rouge pulsante se déplaçant régulièrement sur la grille satellite haute résolution de mon ordinateur. Le conducteur est mon frère de 24 ans, Charles Ashford, ai-je répondu, ma voix parfaitement égale. Il n'est actuellement pas armé. Cependant, il a un long historique documenté de conduite imprudente grave, de multiples collisions responsables et d'un profond sentiment d'impunité. Il croit sincèrement que le véhicule lui appartient parce que ma mère lui a donné les clés. Il ne s'attendra pas à une interception policière. Bien reçu, a noté l'opérateur, le cliquetis rapide de son clavier continuant sans pause. Le véhicule a été officiellement signalé comme actif volé dans la base de données FOV sous un code prioritaire. Une fois qu'une alerte de véhicule volé est transmise au véhicule de patrouille actif, les gendarmes n'exécutent pas un simple contrôle routier, Mademoiselle Ashford. Ils exécutent un protocole d'extraction à haut risque. Êtes-vous prête à porter plainte formellement lorsqu'il sera placé en garde à vue? Oui, ai-je déclaré sans une seule seconde d'hésitation. Je porte plainte pour vol aggravé de véhicule et utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur commercial. Bien reçu. On lance l'interception. À 100 km au sud de mon allée tranquille de banlieue, Charles Ashford vivait un fantasme à 80 000 €. L'habitacle de mon Audi RSQ8 2024 était un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande conçu entièrement pour isoler le conducteur de la réalité brutale de la route. L'éclairage ambiant LED brillait doucement d'un bleu glacé. Le lourd vitrage acoustique à double épaisseur absorbait le rugissement massif du moteur V8 biturbo et la pluie glaciale de novembre fouettant le pare-brise, rendant l'habitacle pratiquement silencieux. Mon frère roulait sur la voie de gauche de l'autoroute A6 à une vitesse fulgurante de 154 km/h, sa main gauche nonchalamment drapée sur le haut du volant en cuir perforé chauffant. Il avait monté le système audio 3 des Bang & Olufsen Premium à 60%, les basses lourdes faisant vibrer les vitres teintées. Il n'avait pas attendu le matin pour partir à son prétendu séminaire de réseautage d'entreprise comme ma mère l'avait prétendu. Il avait quitté le restaurant tôt, pris ma voiture et conduisait actuellement vers le sud en direction d'un casino de luxe dans la région voisine pour épater ses frères de fraternité. Il avait 24 ans, était complètement sans emploi, conduisait une machine noire obsidienne massive qui sentait le cuir neuf, et il n'avait pas payé un seul centime pour tout ça. Alors qu'il traversait le viaduc près de la borne kilométrique 116, son téléphone portable a vibré bruyamment dans la console centrale. Le tableau de bord numérique a affiché un appel entrant d'Éléonore. Charles a tendu la main, a appuyé sur le bouton du volant pour accepter l'appel, et la musique a automatiquement baissé. « Charles, chéri, où es-tu en ce moment ?» a demandé ma mère à travers les haut-parleurs Bluetooth. Sa voix était inhabituellement tendue. L'ambiance joyeuse du restaurant avait complètement disparu.
Le cliquetis bruyant des couverts coûteux avait été remplacé par le son étouffé d'un moteur de voiture en arrière-plan. Elle rentrait chez elle en panique. « Je suis sur l'autoroute, maman. Je viens de passer la sortie 42, a dit Charles, se penchant nonchalamment dans le siège en cuir rembourré. Quoi de neuf? Papa a fini sa côte de bœuf? Marion est rentrée de la Défense, a dit sèchement Éléonore, sautant entièrement les politesses. Elle m'a appelé il y a 20 minutes. Elle a remarqué que l'Audi manquait dans son garage. J'ai essayé de lui expliquer que c'était une urgence familiale et que tu en avais besoin pour le séminaire, mais elle m'a donné un ultimatum de 30 minutes pour la ramener. Charles a levé les yeux au ciel, reposant son coude sur le rebord de la fenêtre. Tu plaisantes? Est-ce qu'elle tient vraiment autant à un morceau de métal? Dis-lui de se détendre. Je la ramènerai dimanche soir. Je lui ai dit ça, Charles, a claqué ma mère, sa patience maternelle s'usant contre la friction de la réalité. Je lui ai raccroché au nez pour lui donner une leçon, mais elle a contourné le commissariat local. Ton père vient de vérifier la caméra de la sonnette de sa maison via son application. Il n'y a pas de voiture de police garée dans son impasse, ce qui signifie qu'elle n'a pas appelé les flics du quartier pour se plaindre. Elle pourrait avoir réellement appelé la gendarmerie nationale. Charles a laissé échapper un rire bref et moqueur. Maman, arrête. Marion est une coincée du monde de l'entreprise. Elle ne va pas porter plainte pour vol de voiture contre son propre frère pour une virée le week-end. Les flics se moqueraient juste d'elle et lui diraient que c'est un litige civil. Tu as le double des clés. Elle ne peut pas prouver que je l'ai volé. Charles, écoute-moi, a insisté Éléonore, une véritable anxiété suintant enfin dans son ton. Je me fiche de savoir si elle peut le prouver ou non. Fais demi-tour tout de suite. Je ne risque pas ton entretien final demain pour une crise de colère stupide. Prends la prochaine sortie, ramène la voiture chez elle et laisse les clés sur le comptoir. Ton père et moi gérons Marion au déjeuner de dimanche. Ne la pousse pas à bout là-dessus. Charles a serré le volant plus fort, ses jointures devenant blanches. Son sourire arrogant a disparu, remplacé par une grimace profonde et pétulante. L'idée de renoncer à son symbole de statut à 80 000 € juste pour apaiser sa sœur l'enrageait. Il voulait la voiture pour le week-end. Il en avait besoin pour le casino. Il n'allait pas laisser la panique soudaine de sa mère gâcher sa soirée. Non, maman, a déclaré Charles, sa voix s'élevant au-dessus du bourdonnement des pneus sur la chaussée mouillée. Je ne vais pas conduire 3 heures sous la pluie pour revenir parce que Marion a fait une crise. Je lui enverrai un texto demain pour lui dire que je l'ai prise. C'est bon. Charles-André Ashford, tu fais demi-tour tous deux. La voix de ma mère a été brusquement coupée, non pas par un appel perdu, mais par une explosion aveuglante de lumière qui a complètement inondé l'intérieur de l'habitacle. Charles a physiquement reculé, levant son bras devant son visage. Le rétroviseur était entièrement consumé par un mur aveuglant de lumière LED stroboscopique bleue. Ce n'était pas une seule voiture de police qui l'arrêtait pour un simple excès de vitesse. Il y avait 3 SUV d'interception massive de la gendarmerie, aux couleurs bleu et blanc, qui l'encadraient activement. Un véhicule était positionné agressivement sur son aile arrière gauche, le piégeant efficacement contre le muret central en béton. Un autre bloquait la voie du milieu pour couper sa route d'évasion. Le hurlement mécanique assourdissant d'une sirène 2 tons a instantanément dominé l'appel Bluetooth, faisant vibrer le verre acoustique des fenêtres. L'instinct de survie de Charles a complètement court-circuité, il avait été arrêté 2 fois auparavant dans ses berlines de location pour des excès de vitesse mineurs. Les flics locaux s'étaient approchés nonchalamment de sa fenêtre, avaient demandé son permis et lui avaient remis une contravention. Mais ce n'était pas un contrôle routier. C'était une interception tactique synchronisée multivéhicule. « Maman » a crié Charles dans le micro Bluetooth, la panique inondant enfin ses veines. « Maman, il y a des flics partout. Ils m'encadrent. »« Charles, arrête-toi immédiatement » a hurlé ma mère à travers les haut-parleurs. « Mets tes mains sur le volant. Ne discute pas avec eux. Dis-leur juste que tu as emprunté la voiture à ta sœur. C'est un malentendu familial. » Le véhicule de tête a fait retentir son puissant klaxon pneumatique. 2 coups courts et assourdissants qui commandaient une obéissance absolue. Un projecteur mécanique massif s'est allumé depuis le toit du véhicule derrière lui, l'aveuglant complètement dans le rétroviseur. Charles a écrasé la pédale des freins massifs en carbone céramique, décélérant violemment le lourd SUV. Il a braqué le volant vers la droite,
Les pneus crissant bruyamment contre le béton glissant alors qu'il forçait violemment la lourde Audi hors des voies actives de la 6 et sur la bande d'arrêt d'urgence en gravier. Le véhicule a légèrement dérapé avant de s'arrêter complètement en tremblant près de la glissière de sécurité métallique. Les 3 véhicules de patrouille massifs se sont garés brutalement derrière et à côté de lui, le bruit sourd de leurs portières s'ouvrant résonnant à travers la pluie. Charles a frénétiquement cherché dans la console centrale, essayant de détacher sa ceinture de sécurité pour trouver son portefeuille. Il supposait qu'un officier allait s'approcher nonchalamment de sa fenêtre et demander sa carte grise. Il supposait qu'il pourrait s'en sortir avec une histoire d'urgence familiale. Il avait tort. Le boom amplifié assourdissant d'un système de sonorisation de la police a complètement brisé le silence de l'autoroute sombre, noyant entièrement la forte pluie et le ralenti du moteur biturbo. Conducteur de l'Audi noir, a commandé la voix amplifiée, résonnant bruyamment sur les arbres environnants. Coupez le moteur. Jetez les clés par la fenêtre côté conducteur et sortez les 2 mains à l'extérieur du véhicule. Faites-le maintenant. Charles s'est figé complètement. Il a laissé tomber ses mains sur ses genoux, fixant le rétroviseur côté conducteur avec une terreur absolue. Il ne pouvait pas voir les visages des officiers, mais dans la dure lumière clignotante bleue, Charles a vu les silhouettes distinctes et terrifiantes de 3 gendarmes utilisant activement les lourdes portes renforcées de leur véhicule pour une couverture tactique. Et ils ne tenaient pas de carnet de contravention. 2 d'entre eux avaient leurs armes de service dégainées. Et le 3e officier visait avec un fusil d'assaut tactique directement la lunette arrière de l'Audi. Ce n'était pas une infraction au code de la route. C'était une arrestation pour crime. J'ai dit, coupez le véhicule et jetez les clés par la fenêtre, a rugi le mégaphone à nouveau, l'agression brute ne laissant absolument aucune place à la négociation. Si vous n'obtempérez pas immédiatement, nous ferons usage de la force. Le corps entier de Charles a commencé à trembler violemment. Il a frénétiquement appuyé sur le bouton d'allumage, tuant le moteur massif. Il a saisi la lourde clé électronique de secours dans le porte-gobelet, a baissé sa vitre teintée sous la pluie battante et glaciale, et a pratiquement jeté les clés sur l'asphalte mouillé. Je les ai jetées, a crié Charles dans l'obscurité, sa voix se brisant en un croassement aigu et pathétique alors qu'il passait instantanément ses 2 mains tremblantes entièrement par la fenêtre, paumes ouvertes. S'il vous plaît, ne tirez pas. J'ai jeté les clés. Je suis juste un gamin. Lorsqu'un véhicule est signalé dans le fichier des véhicules volés comme un vol actif, le conducteur est automatiquement traité comme une menace hostile pour la sécurité des officiers. Avec votre main gauche seulement, tirez la poignée extérieure de la porte, a commandé le gendarme par le haut-parleur. Ouvrez la porte, poussez-la grande ouverte et sortez en nous tournant le dos. Ne vous retournez pas, Charles a tâtonné aveuglément pour la poignée, l'ouvrant d'un coup sec et trébuchant dans la boue et la pluie battante. Il portait un blazer sur mesure coûteux et un jean de créateur. La tempête glaciale de novembre l'a instantanément trempé jusqu'aux os. Reculez vers le son de ma voix, a ordonné le haut-parleur. Ne baissez pas les mains. Charles a reculé en titubant le long de l'asphalte mouillé, ses baskets de créateur glissant sur le gravier lisse, ses mains levées haut en l'air. Et il sanglotait bruyamment, la pluie masquant complètement le son de ses pleurs terrifiés et essoufflés. Attendez, s'il vous plaît, a crié Charles par-dessus son épaule. C'est la voiture de ma sœur. Elle me l'a prêtée. C'est une voiture familiale. Vous faites une erreur. Stop! A crié le gendarme. À genoux, maintenant. Les genoux de Charles ont flanché. Il est tombé lourdement sur le gravier mouillé et déchiqueté de la bande d'arrêt d'urgence. Les pierres pointues ont instantanément déchiré les genoux de son jean coûteux. Le cliquetis métallique lourd des menottes sortant d'une ceinture tactique a résonné bruyamment. Un gendarme massif a réduit la distance en 2 enjambées, saisissant avec force les poignets de Charles, les tordant violemment derrière son dos et les sécurisant avec une paire de menottes en acier lourde et glaciale. Le clic du cliquet des menottes s'engageant a résonné sèchement dans la nuit calme. Voiture familiale, a raillé le gendarme, relevant Charles sur ses pieds et le plaquant poitrine la première contre le capot froid et mouillé de la Mégane RS d'intervention. Le propriétaire enregistré a signalé ce véhicule volé via une effraction de coffre résidentiel il y a 40 minutes. Vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé de véhicule. La lourde porte en acier du véhicule d'interception a claqué avec un bruit sourd et définitif. Charles a été brusquement scellé à l'intérieur de l'arrière exigu, suffocant et noir comme poix. Il s'est affaissé sur le banc en plastique dur, ses poignets hurlant de douleur à cause des menottes métalliques serrées qui mordaient sa peau.
Son blazer sur mesure coûteux était complètement trempé, lourd de l'eau de pluie glaciale de novembre, et ses cheveux soigneusement coiffés étaient plaqués contre son front. Dehors, la pluie verglaçante fouettait sans relâche les fenêtres renforcées du véhicule. À travers l'épais grillage de la séparation de sécurité, Charles a regardé la destruction absolue de son week-end se dérouler sous la lumière crue des lumières tactiques bleues stroboscopiques. 2 gendarmes inspectaient méticuleusement l'intérieur de mon Audi RSQ8 avec des lampes de poche haute puissance. Ils ne la traitaient pas comme un véhicule familial emprunté. Ils la traitaient comme une scène de crime active et contaminée. Ils ont documenté le kilométrage, vérifié la boîte à gants et mis sous scellé les canettes de boissons énergisantes vides que Charles avait nonchalamment jetées aux pieds du passager. Puis le faible grondement mécanique d'un lourd moteur diesel a coupé la pluie battante. Une dépanneuse à plateau massive, complètement enveloppée dans les décalcomanies jaunes et rouges haute visibilité, s'est garée agressivement sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce n'était pas une dépanneuse de ville standard. C'était une unité commerciale lourde spécialisée, dépêchée spécifiquement pour les mises en fourrière de haute valeur sur réquisition judiciaire. L'opérateur a sauté dans la boue, a engagé le treuil hydraulique bruyant et a abaissé la lourde rampe en acier vers les pneus arrière de l'Audi. Charles a pressé son visage contre la vitre froide couverte de condensation de la voiture de police, regardant avec une incrédulité horrifiée absolue alors que les lourdes chaînes en acier étaient accrochées directement au châssis de la pièce d'ingénierie allemande à 80 000 €. Le treuil massif a gémi bruyamment, traînant violemment le lourd véhicule biturbo en arrière à travers la boue et sur la pente métallique raide. Les pneus immaculés ont couiné sèchement contre le pont en métal mouillé. L'opérateur a jeté de lourdes sangles d'arrimage en nylon sur les 4 roues, les serrant avec une précision mécanique intense. Mon frère a enfoui son visage contre ses poignets menottés et a sangloté hystériquement. Il avait quitté le restaurant en se sentant millionnaire, impatient de montrer son symbole de statut volé dans un casino de luxe. Maintenant, il était un jeune homme de 24 ans, gelé et terrifié à l'arrière d'une voiture de police, regardant son accessoire à 80 000 € être emporté vers une fourrière d'état hautement sécurisée. Le gendarme massif a ouvert la porte avant côté conducteur du véhicule, s'est glissé derrière le lourd volant et a essuyé la pluie de son visage. Il a pris sa radio et a activé le micro. Centrale, ici unité 7, a rapporté le gendarme, sa voix dénuée de toute émotion. Suspect en garde à vue. Un homme adulte, 24 ans, transport vers le commissariat central pour traitement de vol aggravé. L'actif volé a été sécurisé et transféré à la fourrière principale de l'État. Le véhicule a quitté agressivement la bande d'arrêt d'urgence, s'insérant de nouveau sur l'autoroute A6. Il ne retournait pas au restaurant. Il conduisait vers la maison d'arrêt, à 100 km au nord. Ma cuisine de banlieue tranquille était encore chaleureusement éclairée par la douce lueur ambiante de l'éclairage sous les placards. J'étais assise parfaitement immobile sur l'îlot en granit, mon ordinateur portable ouvert devant moi. Le tableau de bord télématique cellulaire de qualité commerciale affichait l'icône rouge pulsante en direct de mon véhicule. Il ne se déplaçait plus à 154 km/h. Une bannière de notification verte nette était apparue en haut de l'écran, allumage du véhicule terminé. Vitesse 0 km/h actif en transit via transporteur secondaire. Mon téléphone portable, posé face contre terre sur le comptoir en granit, a brusquement commencé à vibrer violemment contre la surface en pierre. Le bourdonnement dur et envahissant a brisé le calme de ma maison. J'ai regardé ma montre. Il était exactement 1h15 du matin. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis penché, j'ai lentement versé le reste de mon eau glacée dans l'évier en acier inoxydable et j'ai pris le téléphone. L'identifiant de l'appelant indiquait simplement Éléonore Mobile. J'ai appuyé sur le bouton vert pour accepter et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, le posant à plat à côté du clavier de mon ordinateur portable. Marion, a hurlé ma mère dans le microphone. Sa voix n'était plus condescendante ou arrogante. C'était un cri brut et aigu d'hystérie absolue et non filtré qui résonnait violemment sur mes placards de cuisine. Le bruit de fond de son côté était chaotique. Un trafic bruyant, le cliquetis frénétique de son clignotant et la respiration lourde de quelqu'un en pleine attaque de panique. Elle conduisait, et elle était terrifiée. « Marion, qu'est-ce que tu as fait ?» a gémi Éléonore. Le suivi de localisation de Charles vient de s'éteindre complètement sur mon téléphone. J'ai essayé de l'appeler 20 fois et ça tombe directement sur la messagerie vocale. Il a appelé ton père il y a 2 minutes, hurlant à propos de lumière de police. Dis-moi que tu n'as pas réellement appelé la police. Dis-moi que tu n'as pas fait arrêter ton propre frère.
J'ai appelé la gendarmerie nationale, Éléonore, ai-je répondu doucement, ma voix entièrement dénuée d'émotion. J'ai signalé un actif volé et je leur ai fourni les coordonnées GPS commerciales actives pour l'intercepter en toute sécurité. Il vient d'être arrêté par des gendarmes sur l'autoroute, a crié ma mère, sa respiration rapide et superficielle, la panique étouffant ses mots. Il pleurait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Ils l'ont sorti de la voiture sous la menace d'une arme sous la pluie glaciale. Ils l'ont jeté menotté sur le bord de l'autoroute. Et il essayait juste d'aller à son événement de réseautage. Il conduisait à 154 km/h dans un véhicule biturbo volé sur une autoroute nationale, Éléonore, ai-je déclaré, énumérant les faits exactement comme ils apparaissaient sur mon tableau de bord télématique. La patrouille a exécuté un arrêt pour délit standard pour un actif volé à grande vitesse. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous contournez un coffre-fort biométrique et remettez une machine violente à un chômeur de 24 ans avec un historique documenté de conduite imprudente. Tu dois arrêter ça, a crié ma mère, sa voix se brisant en un sanglot désespéré. Appelle le commissariat tout de suite et dis-leur que c'était une erreur massive. Dis-leur que tu lui as donné la permission d'emprunter la voiture. S'il est arrêté pour vol de voiture, cela détruira définitivement sa carrière. Il a un entretien final pour un poste de directeur commercial demain matin. S'il ne se présente pas, ils donneront le poste à quelqu'un d'autre. Tu gâches toute sa vie pour une voiture stupide. C'était le manuel classique et toxique de la complice. Elle supposait que le système juridique était un magasin de détail. Elle supposait que si elle criait assez fort ou pleurait assez fort, j'appellerais simplement le directeur du service de police et annulerais une arrestation pour crime comme une commande de nourriture erronée. Elle s'attendait à ce que je me parjure, commette une fraude à l'assurance et absorbe une responsabilité massive juste pour protéger son enfant roi des conséquences de sa propre arrogance. Je ne peux pas appeler le commissariat et leur dire que c'était une erreur, Éléonore, ai-je expliqué, me penchant en arrière dans ma chaise de cuisine. Parce que ce n'était pas une erreur, et même si je voulais me parjurer pour protéger Charles, la situation est complètement hors de mes mains. Au moment où la gendarmerie a enregistré le véhicule comme volé dans le fichier des véhicules volés, l'incident a dépassé le simple stade de la plainte civile. Il y eut un silence aigu et terrifié sur la ligne. La respiration lourde et rythmique de ma mère essayant de traiter la destruction absolue du week-end de son enfant roi résonnait à travers le haut-parleur. « Qu'est-ce que tu veux dire par hors de tes mains » a chuchoté Éléonore, sa voix tremblant violemment. « Tu es la propriétaire. Retire juste la plainte. » Je suis la propriétaire enregistrée, oui, ai-je confirmé calmement, tournant légèrement l'écran de mon ordinateur portable pour voir le protocole d'assurance automatisé qui venait de s'activer dans ma boîte de réception. Mais mon assureur de flotte commerciale détient la police de responsabilité sur cet actif de 80 000 €. Lorsqu'un rapport de vol est officiellement déposé et qu'un véhicule est violemment extrait sur une autoroute nationale, la compagnie d'assurance verrouille automatiquement le dossier juridique pour empêcher la fraude à l'assurance. J'ai pris un stylo sur le comptoir et je l'ai tapoté une fois contre mon bloc-notes légal. Si j'appelle soudainement les gendarmes et prétends que j'ai accidentellement signalé ma propre voiture volée alors que mon frère conduisait à près de 160 km/h à travers le département, ai-je continué, mon ton plat et mécanique. La division des fraudes à l'assurance lancera immédiatement une enquête criminelle contre moi pour fausse déclaration. Je ne risque pas mon casier vierge, ma carrière dans la logistique d'entreprise et 10 ans de prison pour couvrir un vol que tu as orchestré. Marion, s'il te plaît, a gémi Éléonore en arrière-plan, abandonnant entièrement la raison. Je conduis au commissariat en ce moment même. Je vais dire au sergent de permanence que c'est un malentendu familial massif. Je leur dirai que je lui ai donné les clés et que tu es juste vindicative. Je vais exiger qu'il le relâche immédiatement. Vous ne pouvez pas acheter votre sortie d'une accusation de vol aggravé, Éléonore, ai-je déclaré sèchement. Je retiens un avocat pénaliste d'élite en ce moment même, a soudainement coupé la voix profonde et retentissante de mon père à travers le haut-parleur. Il avait clairement arraché le téléphone des mains tremblantes de ma mère. Le patriarche de la famille tentait de reprendre le contrôle du chaos. Et quand ce sera fini, nous te couperons complètement de cette famille. Tu m'entends? Tu es morte pour nous, Marion. Morte. Bien reçu, ai-je dit doucement. J'ai déconnecté l'appel, placé le téléphone face contre terre sur mon bureau et fermé mon ordinateur portable. Il n'avait absolument pas réalisé que lorsque vous volez un actif d'entreprise activement suivi et hautement assuré, la réponse n'est pas une dispute à une table de dîner familiale. La réponse est un badge,
une arme et une paire de lourdes menottes en acier. À 8h15 le vendredi matin, l'air à l'intérieur du hall d'accueil de la gendarmerie régionale sentait massivement la laine mouillée, la cire à parquet industriel et le café brûlé rassis. Les néons au plafond bourdonnaient d'un ronronnement bas et irritant qui semblait vibrer directement dans le sol en béton. Je ne me suis pas précipité au poste en panique. J'avais dormi exactement 6 heures, pris une douche chaude et m'étais habillé d'un blazer bleu marine sur mesure sur un chemisier blanc impeccable. Je me suis assise tranquillement sur un banc en plastique dur dans le coin de la salle d'attente, tenant une fine pochette cartonnée et mon smartphone crypté. J'étais arrivé 30 minutes avant pour fournir ma déclaration formelle sous serment au détective principal chargé des vols de voitures et signer l'autorisation de sortie pour mon véhicule mis en fourrière. À 10 mètres de là, debout agressivement devant l'épaisse vitre pare-balles du bureau d'accueil, se trouvaient mes parents. Arthur et Éléonore avaient clairement passé toute la nuit à conduire frénétiquement dans le département pour essayer de localiser leur enfant roi. Le costume habituellement immaculé d'Arthur était sévèrement froissé, sa cravate desserrée et son visage d'un rouge sombre et violent, marqué par l'épuisement et la rage réprimée. Éléonore avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son maquillage de créateur avait coulé, ses cheveux étaient en désordre et elle serrait son sac à main en cuir coûteux si fort que ses jointures étaient complètement blanches. « J'exige de voir le commandant de permanence immédiatement », a hurlé Arthur à travers la petite grille de haut-parleurs circulaire dans l'épais plexiglas. Sa voix patriarcale retentissante résonnait bruyamment sur le sol en linoléum éraflé. Mon fils, Charles Ashford, a été violemment retiré de son véhicule la nuit dernière sur la 6 par vos gendarmes. Il a été tenu en joue sous la pluie glaciale pour un énorme malentendu. Il est censé être à un entretien d'entreprise en ce moment même, et vous le détenez depuis 9 heures sans caution. C'est de la séquestration. L'officier d'accueil, un vétéran avec des poches profondes sous les yeux, n'a pas bronché au cri. Il a simplement cliqué sur sa souris d'ordinateur, fixant son écran lumineux d'un air vide. « Monsieur, votre fils n'est pas détenu pour une infraction au code de la route », a déclaré l'officier, sa voix un bourdonnement mécanique plat d'épuisement municipal. Il a été intercepté alors qu'il conduisait un véhicule à moteur signalé dans le fichier des véhicules volés comme un actif volé de haute priorité. Il est actuellement en cellule de garde à vue numéro 3 en attente de transfert au tribunal pour une comparution immédiate sur des accusations de vol aggravé de véhicules et de mise en danger d'autrui. La caution ne s'applique pas en France comme vous l'entendez, il doit voir un magistrat. Ce n'était pas volé, a hurlé Éléonore, claquant sa paume à plat contre la vitre pare-balles. Le claquement soudain et violent a fait légèrement sursauter un jeune officier derrière le bureau. Elle a complètement abandonné toute prétention de civilité bourgeoise. Ma fille Marion est la propriétaire enregistrée de cet Audi. Elle l'a signalé volé par pure méchanceté parce que nous l'avons emprunté pendant qu'elle était en déplacement. C'est une voiture familiale. Nous avons les clés. Regardez-la assise juste là. C'est elle qui vous a menti. Éléonore s'est retournée, pointant un doigt tremblant directement sur moi à travers le hall. Marion, viens ici tout de suite et dis la vérité à cet officier, a commandé Éléonore, sa voix se brisant en un sanglot désespéré et aigu. Dis-lui que tu as donné les clés à Charles. Dis-lui que tu as fait une erreur. Si tu ne retires pas ces accusations à la seconde même, je jure devant Dieu que nous te déshériterons complètement. Charles perd toute sa carrière à cause de ta crise de colère. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas levé. Je l'ai simplement regardé, mon expression entièrement dénuée d'émotion. Je n'ai pas fait d'erreur, Éléonore, ai-je dit doucement, ma voix portant facilement à travers le hall vide. Et je ne lui ai pas donné les clés. La lourde porte en acier à côté du bureau d'accueil s'est soudainement ouverte. Un homme grand dans un costume gris simple et une cravate légèrement lâche est entré dans le hall. Il portait un lourd presse-papier tactique noir et une tasse de café en polystyrène fumante. C'était le capitaine Meunier, l'enquêteur principal affecté à l'unité de lutte contre le vol automobile. Je lui avais parlé au téléphone à 3 heures du matin lorsque les gendarmes ont officiellement traité l'Audi à la fourrière. Monsieur et Madame Ashford, a dit le capitaine Meunier en prenant une gorgée lente de son café. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait juste l'air incroyablement fatigué de traiter avec des gens privilégiés. Je suis le capitaine Meunier. Je gère l'extraction pour délit de l'Audi RSQ 8 2024. Êtes-vous les parents du suspect actuellement en détention ? Arthur a immédiatement gonflé le torse, se plaçant carrément devant le capitaine, tentant de reprendre la domination physique de la situation. Oui, nous le sommes, capitaine, a annoncé Arthur,
sa voix retentissante tentant de masquer sa pure panique. Et je demande formellement que vous libériez mon fils immédiatement. Toute cette situation est une réaction catastrophique de ma fille. Elle était en déplacement pour affaires. Nous avons eu une urgence familiale. Nous avons accédé à sa maison, récupéré la clé de secours et permis à notre fils d'utiliser le véhicule pour assister à un séminaire d'entreprise. Elle utilise votre département comme une arme dans un conflit familial personnel. Il n'y a pas eu de vol. Le véhicule a été emprunté avec un consentement familial implicite. C'était une manœuvre juridique brillante et désespérée. Arthur tentait de redéfinir légalement le vol comme une utilisation non autorisée ou un litige civil domestique. Dans de nombreuses juridictions, si un membre de la famille a un accès libre à une maison et emprunte nonchalamment une voiture, la police refuse souvent de porter des accusations criminelles, disant au propriétaire de régler ça au tribunal civil. Arthur supposait que la police jetterait un coup d'œil à une famille de banlieue riche et bien habillée et laisserait simplement son fils sortir par la porte d'entrée avec un avertissement. Il avait tort. Consentement familial implicite, a répété le capitaine Meunier lentement, son ton complètement plat. Il a regardé son presse-papier, puis a regardé directement ma mère. Madame Ashford, votre fille vous a-t-elle explicitement donné la permission d'entrer chez elle et de retirer la clé de secours pour le véhicule à 80 000 €? Éléonore a instantanément vu une ouverture. Elle supposait que l'enquêteur cherchait une excuse pour clore le dossier et rentrer chez lui. Elle supposait que si elle avouait être l'actrice principale, la police en rirait simplement. Après tout, la police n'arrête pas les riches mères de banlieue d'âge moyen pour avoir emprunté la voiture de leur fille. Non, capitaine. Elle ne l'a pas fait, a admis Éléonore, sa voix dégoulinant de confiance maternelle, jetant ses épaules en arrière. Elle se jetait activement sur la grenade pour sauver son fils, complètement inconsciente que la grenade était déjà dégoupillée. Marion est incroyablement égoïste avec son argent. Je savais qu'elle dirait non. Mais je suis sa mère. J'ai une clé d'urgence pour sa maison. Alors je suis entré. Je suis allé dans son bureau et j'ai pris la clé de secours dans son coffre. J'ai donné les clés à Charles. Je lui ai dit qu'il pouvait l'utiliser. Mon fils n'a rien volé. Il agissait sous ma permission explicite. Éléonore a croisé les bras, un sourire suffisant et triomphant revenant enfin sur son visage épuisé. Elle m'a regardé à travers le hall, ses yeux brillants d'une pure arrogance. Elle venait de fournir à son enfant roi un alibi en béton. Si elle lui avait donné les clés, il ne pouvait pas être accusé de vol de voiture. Le capitaine Meunier n'a pas souri. Il n'a pas fermé son presse-papier. Il a pris une autre gorgée lente de son café, le silence dans le hall s'étirant pendant plusieurs secondes angoissantes. Laissez-moi m'assurer de bien vous comprendre, madame, a dit Meunier, sa voix tombant dans un registre bas et dangereux qui a instantanément commandé toute la pièce. Vous déclarez officiellement au procès-verbal à l'intérieur d'une gendarmerie que vous avez utilisé une clé d'urgence pour entrer dans une résidence privée sans l'autorisation du propriétaire. Éléonore fronça les sourcils, son sourire suffisant vacillant légèrement. Eh bien, oui, mais c'est la maison de ma fille. Je ne suis pas une étrangère. Et vous déclarez en outre, a continué Meunier, tirant un stylo de sa poche de poitrine, que vous avez contourné un bureau à domicile verrouillé. Localisé intentionnellement une clé de secours manuelle et ouvert un coffre-fort biométrique verrouillé spécifiquement pour retirer un actif automobile de haute valeur. Le visage d'Arthur est soudainement devenu complètement pâle. La confiance patriarcale s'est entièrement évaporée. Il a réalisé exactement ce que sa femme venait de faire. Éléonore, arrête de parler, a sifflé Arthur, saisissant son bras violemment. Ne dis pas un mot de plus. Pourquoi devrais-je m'arrêter, a claqué Éléonore, retirant son bras, complètement inconsciente du piège légal se refermant sur sa gorge. Elle a regardé le capitaine, sa voix montant dans une hystérie défensive. Oui, capitaine. J'ai ouvert le coffre. J'ai pris la clé parce que mon fils avait besoin d'une voiture et qu'elle ne l'utilisait pas. Ce n'est pas un crime d'emprunter une clé à son propre enfant. En fait, madame, a dit le capitaine Meunier, cliquant sur son stylo avec un claquement sec et définitif. Je me suis enfin levé du banc en plastique dur. J'ai pris mon enveloppe cartonnée, j'ai marché calmement sur le sol en linoléum et je me suis arrêté directement à côté du capitaine. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé entièrement Meunier. Capitaine, ai-je déclaré doucement, lui tendant l'enveloppe.
À l'intérieur se trouve une clé USB horodatée haute résolution contenant les images de sécurité intérieure de mon garage, du hall et du bureau à domicile. Elle documente clairement deux individus, Eleonore et Charles Ashford, coordonnant l'entrée non autorisée dans mon coffre biométrique et le retrait subséquent du véhicule. Eleonore a fixé l'enveloppe, la bouche légèrement ouverte, le sang se drainant complètement de son visage. « Merci, mademoiselle Ashford », a noté Meunier, plaçant fermement l'enveloppe sur son presse-papier. Il a regardé ma mère, son expression complètement dénuée de sympathie. « Madame Ashford », a annoncé Meunier, sa voix résonnant bruyamment sur la vitre pare-balles. Vous venez de confesser formellement un cambriolage résidentiel prémédité en admettant que vous êtes entré illégalement dans un coffre sécurisé pour retirer un actif de 80 000 €. Vous n'avez pas innocenté votre fils. Vous avez simplement admis être la principale co-conspiratrice dans un délit aggravé. Arthur a laissé échapper un gémissement bas et pathétique, enfouissant son visage dans ses mains. Il s'est entièrement éloigné de sa femme. Cambriolage, a chuchoté Eleonore, sa voix se brisant en un croassement aigu et pathétique. Ses genoux ont légèrement flanché et elle a saisi le bord du bureau d'accueil pour ne pas s'effondrer. Non, attendez. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis une mère. C'était juste une voiture. Je n'ai rien cassé. J'ai utilisé une clé. Vous avez utilisé une clé d'urgence pour commettre un vol, madame, a corrigé Meunier avec fluidité, tirant une paire de lourdes menottes en acier de l'arrière de sa ceinture. Et votre fils est actuellement assis dans une cellule de détention parce qu'il a été pris en train de conduire l'actif volé à près de 40 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. Le cliquetis métallique lourd des menottes en acier du capitaine Meunier s'engageant autour des poignets manucurés coûteux de ma mère a résonné violemment contre la vitre pare-balles du bureau d'accueil. Eleonore a laissé échapper un souffle court et brusque. La matriarche de banlieue polie et condescendante qui m'avait joyeusement dit d'arrêter d'être dramatique et de prendre un Uber pour aller travailler à peine 12 heures plus tôt s'est complètement volatilisée. Son sac à main de créateur est tombé lourdement sur le sol en linoléum éraflé, renversant son maquillage coûteux, un jeu de clés de maison et un reçu froissé de la brasserie qu'elle avait visité la veille. Arthur, dis-lui d'arrêter, a gémi Eleonore, se tordant désespérément contre la poigne inflexible du capitaine alors que les dures lumières fluorescentes illuminaient la terreur absolue non filtrée dans ses yeux tandis que l'acier froid liait ses bras derrière son dos. Arthur, je suis ta femme. Fais quelque chose. Il m'arrête pour avoir emprunté une voiture. C'est un malentendu familial. Dis à Marion de retirer la plainte. Arthur ne s'est pas avancé. La confiance patriarcale retentissante qu'il avait portée dans le commissariat, hurlant après le sergent de permanence quelques minutes plus tôt, avait entièrement disparu. Il a fait un pas lent et délibéré en arrière, se distanciant physiquement de la femme qui venait de confesser formellement un cambriolage résidentiel prémédité directement à l'enquêteur principal. Il l'a regardé, son visage complètement pâle et luisant d'une sueur froide, réalisant que sa propre exposition juridique était dangereusement proche s'il intervenait. Je n'étais pas là, Eleonore, a bégayé Arthur, sa voix mince, rauque et vibrant d'un instinct de survie brute. Il a regardé follement autour du hall, levant les mains dans un geste de reddition pathétique au capitaine. J'étais au travail quand elle est allée chez Marion. Je n'ai pas touché au coffre. Je ne lui ai pas dit de prendre la voiture. Je ne suis pas impliqué là-dedans. Eleonore a cessé de lutter entièrement. Elle a fixé son mari, la bouche légèrement ouverte dans une incrédulité horrifiante absolue. Il l'abandonnait activement pour sauver sa propre peau, tout aussi rapidement qu'elle avait abandonné toute logique pour sauver leur enfant roi. « Tu n'es pas impliqué », a hurlé Eleonore, sa voix se brisant en un croassement pathétique. « Tu as payé le dîner au restaurant pour célébrer le fait que Charles ait la voiture. Tu étais assis à côté de moi quand je lui ai raccroché au nez. Tu savais qu'elle était en déplacement. »« Madame, arrêtez de parler », a conseillé calmement le capitaine Meunier, sécurisant la deuxième menotte et posant fermement sa main sur son épaule. Tout ce que vous dites de plus dans ce hall est activement enregistré par les caméras de sécurité du commissariat. Vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage résidentiel, vol de véhicule et complicité de vol aggravé. Je vous notifie vos droits à garder le silence. Meunier a regardé par-dessus son épaule le sergent de permanence. Sergent, emmenez-la à l'enregistrement et traitez-la. Placez-la dans une cellule de détention séparée du suspect masculin. Ils sont coaccusés dans un délit actif. Une femme officier a émergé de la lourde porte de sécurité en acier,
a saisi fermement Éléonore par le bras et l'a escortée hors du hall public. Ma mère ne s'est plus débattue. Elle a juste sangloté de manière incontrôlable, ses chaussures coûteuses traînant sur le sol alors que la lourde porte claquait derrière elle, la scellant à l'intérieur du système carcéral massif. Arthur est resté figé au centre du hall, complètement seul. Son fils était enfermé dans la cellule 3 pour vol de voiture, et sa femme venait d'être arrêtée pour effraction. Il a lentement tourné la tête et m'a regardé. Le père arrogant et retentissant qui avait menacé de me couper de la famille la veille au soir était complètement brisé. « Marion, s'il te plaît » a chuchoté Arthur, sa voix tremblant violemment. « Ils sont ta famille. Ta mère a 62 ans. Elle ne peut pas aller en prison. Charles va perdre son entretien final cet après-midi. Si tu n'appelles pas le procureur pour arranger ça, ils vont aller en prison. S'il te plaît, je t'achèterai une nouvelle voiture. Je te paierai tout ce que tu veux. Dis-leur juste que c'était une erreur. » Je n'ai pas souri. J'ai simplement ajusté la sangle de mon sac en cuir sur mon épaule et je l'ai regardé avec une indifférence technique absolue. « Je ne peux pas arranger ça, Arthur, » ai-je déclaré sèchement, vérifiant ma montre. Parce que mon assureur de flotte commerciale a déjà verrouillé la police de responsabilité lorsque la gendarmerie a initié l'arrêt pour délit. Et si je tente de revenir sur une déclaration sous serment impliquant un actif de 80 000 € après que ma mère vient de confesser un cambriolage devant une caméra de police, je serai inculpé pour fraude à l'assurance. J'ai pris mon dossier et je me suis tourné vers le bureau d'accueil pour signer mes formulaires de sortie. « Tu n'as pas besoin de me couper de la famille », ai-je noté doucement par-dessus mon épaule. Parce que je viens de couper la famille de mes actifs. J'ai glissé mon permis de conduire sous la vitre pare-balles, signé la lourde pile de papier de sortie de fourrière et je suis sorti par les doubles portes dans le matin glacial de novembre sans regarder en arrière. Au cours des 6 mois suivants, le système judiciaire français a exécuté un cours magistral de destruction bureaucratique. Parce qu'Éléonore avait formellement confessé le cambriolage résidentiel devant caméra à l'intérieur d'une gendarmerie, le procureur a refusé d'offrir un accord de plaidoyer discret pour un conflit familial. Elle a été formellement inculpée de plusieurs chefs d'accusation pour effraction et vol aggravé. Charles a été inculpé pour recel de biens volés, mise en danger d'autrui et refus d'obtempérer pour avoir conduit un véhicule volé à 80 000 € près de 40 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Arthur a été forcé de liquider complètement son portefeuille d'actions de retraite immaculée juste pour payer leurs frais de justice massifs et retenir un avocat pénaliste d'élite. Les honoraires juridiques exorbitants ont complètement vidé les économies de la famille. Charles a entièrement manqué son entretien final pour le poste de directeur commercial régional alors qu'il était assis dans la cellule de détention. Lorsque le responsable du recrutement a effectué une vérification standard des antécédents et a découvert une accusation de vol de véhicule aggravé en attente, ils ont immédiatement annulé sa candidature et l'ont mis sur liste noire dans l'industrie. L'enfant roi est passé d'un jeune de 24 ans s'attendant à conduire un SUV de luxe à 80 000 € à un accusé terrifié risquant des années de prison, forcé de prendre un emploi au salaire minimum dans la vente au détail juste pour payer ses amendes ordonnées par le tribunal. La réputation de banlieue immaculée d'Éléonore a été complètement anéantie et son club privé a révoqué son adhésion le matin exact où son arrestation a été publiée dans la presse locale. Ma police d'assurance commerciale a couvert le remorquage lourd et les frais de fourrière pour l'Audi. La gendarmerie m'a rendu mon véhicule 48 heures plus tard, complètement indemne. J'ai engagé une entreprise de sécurité spécialisée pour mettre à niveau les serrures biométriques de toutes les portes extérieures de ma maison, révoquer définitivement les codes d'accès d'urgence de mes parents et déposer une demande d'ordonnance de restriction permanente contre toute ma famille. Qu'un juge a accordé sans une seconde d'hésitation. Il pensait pouvoir utiliser un titre familial pour voler un actif d'entreprise massif et hautement assuré. Il pensait que je paniquerais simplement, absorberais la responsabilité et prendrais un Uber pour aller travailler afin de protéger la virée du week-end de mon frère. Ils ont complètement oublié qu'une directrice logistique commerciale ne discute pas avec les voleurs de voitures. Je suis juste la télémétrie, j'appelle la gendarmerie et je laisse l'État gérer le reste.
My god, this train is so long. Okay. Alright, we're chilling. We're safe. Come on, boy. Get me home. Oh, wait. Hold on. There we go. Okay. I think we somehow made it. What's going on, Suo? Welcome on in. Let me pause the game here. Give me a second. This man be the big sex. Holy crapaloe. I'm gonna be honest, I don't know if that's even English at all. But I appreciate you. Welcome on in, Sua. Hope you're doing well. Sometimes you see the weirdest shit on Discord chat. I'm not even gonna bring it up. It's some weird shit. Okay. How am I doing? I'm doing pretty well. Doing pretty well. Doing pretty well, homie. Always glad to see a familiar face in the chat. Yeah, we got into a very dangerous situation in Red Dead where we were essentially captured by the enemy, and yeah, we managed to escape. But for a while, we were kind of a prisoner. We were getting beat the fuck up. It was very dangerous. All right, we're on the brink of death, chat. We're on the brink of death here. Arthur! Arthur? Arthur. I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan. Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, Tuts. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Oh, is this a flashback? This might be a flashback. What are we dreaming about? This is a beautiful, beautiful field. Oh shit, no master, no rulers. What's going on, homie? Welcome on in, dude. A few weeks later. Okay. Alright. We back to normal now? I think we're back to normal. I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Kind words from a man that doesn't really speak that often. Mainly is just drunk all the time. Damn. That's crazy.
That is crazy, chat. I can't believe we survived that. All right, give me a second here. I gotta give a shout out to the one and only No Masters, No Rulers. What a legend in the chat. Let's see what clip pops up this time. Is it an old clip? You fucking shit donkey. Is this Fortnite? What the fuck? Is that a dog? Oh my god. I mean, that was... I don't know what the fuck just happened. You just drank some weird, like, super serum, and then you started farting all over the place. It was beautiful. What a lovely clip. And it was only, like, I don't know, 5 seconds long. Absolute peak stuff. I mean, what better way is there to introduce somebody to your channel than a clip like that? I feel like it is absolutely beautiful. For anyone out there who doesn't know No Master No Rulers, he is a legendary streamer, someone who is local to Washington State, and who is very, very good friends with a good friend of mine, Mr. Drew Main. And yeah. I mean, both Drew, both No Masters, they are absolutely incredible content creators. I highly recommend you guys go and check them out. They are very, very, very kind, very wholesome, very, you know, upstanding human beings, and I think that everyone out there would very much love and enjoy the live streams that they put out there. So yeah, massive shout out to No Masters. Thank you so much for stopping by as always and checking out the Red Dead action. I don't know if you're live right now, No Masters. I'm assuming that you're not, if you're able to, like, you know, chat, but if you are live, you know, I wish you a lovely, fantastic stream. And yeah, I appreciate you as always. Yeah, very, very, very cool stuff from some very cool human beings. Let me, chat, go ahead and dive back into the game here. I did pause it for a very quick second. And yeah, let's continue on with where we left off here. Okay, so we have the Trelawney quest, okay. Is there anything else that is kind of like a major quest that we can do? Let me see here. Bill, Trelawney, Albert, and Jeremiah. Okay. Okay. That is quite far away. I don't think that we want to do that really right now. What does Bill want to talk about? I actually don't know about this. Interesting. Maybe we'll do the Trelawney quest and then we'll do the Bill one. Good morning, Arthur. Good morning. Okay. Kentucky bourbon, potent health cure, potent bitters, health cure, Warma rum. I don't think we need anything right now. Let's go and check out what Trelawney has to say. Radical leftism and bathroom humor. That is you. Oh yeah. Yeah, no, the Frosty Tools, you know, Frosty Tools kind of chatbot is fantastic at giving some very, very intriguing, you know, descriptions of people's channels. I do love the yeah, the